Comment on doit fuir les flatteurs? Je ne négligerai point de parler d'un article important et d'une erreur dont il est très difficile au prince de se défendre. Et sachez que c'est le livre de Machiavel, Le Prince, que je suis en train de lire, le chapitre 23. Si vous entendez prince ici, ça veut dire le dirigeant. Et vous pouvez mettre le roi, le président de la République, tout autour. S'ils ne sont doués d'une grande prudence et s'ils n'ont l'art de faire de bons choix, il s'agit des flatteurs dont les cours sont toujours remplis. Si d'un côté, les princes aveuglés par l'amour-propre ont peine à ne pas se laisser corrompre par cette peste, de l'autre, ils courent un danger en la fuyant. C'est celui de tomber dans le mépris. Ils n'ont effectivement qu'un bon moyen de se prémunir contre la flatterie. C'est de faire bien comprendre qu'on ne peut leur déplaire en leur disant la vérité. Or, si toute personne peut dire librement à un prince ce qu'elle croit vrai, il cesse bientôt d'être respecté. Quel parti peut-il donc prendre pour éviter tout inconvénient? Il doit, s'il est prudent, faire choix dans ces états de quelques hommes sages et leur donner, mais à eux seuls, liberté entière de lui dire la vérité, se bornant toutefois encore aux choses sur lesquelles il les interrogera. Il doit, du reste, les consulter sur tout, écouter leurs avis, résoudre ensuite par lui-même. Il doit encore se conduire, soit envers tous les conseillers ensemble, soit envers chacun d'eux en particulier, de manière à les persuader qu'il lui agrée, d'autant plus qu'il parle avec plus de franchise. Il doit enfin ne vouloir entendre aucune autre personne agir selon la détermination prise et s'y tenir avec fermeté. Le prince qui en use autrement est ruiné par les flatteurs, où il est sujet à varier sans cesse. Entraîné par la diversité des conseils, ce qui diminue beaucoup sa considération. Sur quoi je citerai un exemple récent. Le prêtre Lucas, agent de Maximilien, actuellement empereur, disait de ce prince qu'il ne prenait jamais conseil de personne et qu'il ne faisait jamais rien d'après sa volonté. Maximilien, en effet, est un homme fort secret, qui ne se confie à qui que ce soit et ne demande aucun avis. Mais ses desseins, venant à être connus à mesure qu'ils sont mis à exécution, ils sont aussitôt contredits par ceux qui l'entourent. Et par faiblesse, il s'en laisse détourner. De là vient que ce qu'il fait un jour, il le défait le lendemain. Qu'on ne sait jamais ce qu'il désire ni ce qu'il propose, et qu'on ne peut compter sur aucune de ses déterminations. Un prince doit donc toujours prendre conseil, mais il doit le faire quand il veut, et non quand d'autres le veulent. Il faut même qu'il ne laisse à personne la hardiesse de lui donner son avis sur quoi que ce soit, à moins qu'il ne le demande. Mais il faut aussi qu'il ne soit pas trop réservé dans ses questions, qu'il écoute patiemment la vérité et que,
lorsque quelqu'un est retenu par certains égards de la lui dire, il en témoigne du déplaisir. Ceux qui prétendent que tel ou tel prince qui paraît sage ne l'est point effectivement, parce que la sagesse qu'il montre ne vient pas de lui-même, mais des bons conseils qu'il reçoit, avance une grande erreur, car c'est une règle générale et qui ne trompe jamais, qu'un prince qui n'est point sage par lui-même ne peut pas être bien conseillé, à moins que le hasard ne l'ait mis entièrement entre les mains de quelques hommes très habiles, qui seuls le maîtrisent et le gouvernent, auquel cas, du reste, il peut, à la vérité, être bien conduit, mais pour peu de temps, car le conducteur ne tardera pas à s'emparer du pouvoir. Mais hors de là, et lorsqu'il sera obligé d'avoir plusieurs conseillers, le prince qui manque de sagesse les trouvera toujours divisés entre eux et ne saura point les réunir. Chacun de ses conseillers ne pensera qu'à son intérêt propre et il ne sera en état ni de les reprendre, ni même de les juger. D'où il s'ensuivra qu'il n'en aura jamais que de mauvais, car ils ne seront point forcés par la nécessité à devenir bons. En un mot, les bons conseils, de quelque part qu'ils viennent, sont le fruit de la sagesse du prince. Et cette sagesse n'est point le fruit des bons conseils. Le prince de Nicolas Machiavel, chapitre 23. Et donc, ici, c'est un texte qui est un peu difficile pour ceux qui ne comprennent pas. On va expliquer un peu. Et selon les questions, peut-être on pourra donner plus de détails. Mais ici, on est en train de parler des pièges qui peuvent résider dans le pouvoir. Dans tout pouvoir, ou si vous voulez auprès de tout pouvoir, il y a des courtisans qui seront aussi des flatteurs. Mais la marque même de ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les répéros. Voilà. Dans tout pouvoir, il y aura toujours des répéros. Eux, ils seront là. Et celui qu'on appelait le prince, c'est-à-dire le dirigeant, le président, le roi, beaucoup parmi eux n'auront jamais le courage de lui dire la vérité. Ils vont toujours dire ce que le roi veut entendre ou le dirigeant veut entendre pour leurs propres intérêts. Et c'est ça qui détruit beaucoup de dirigeants. Parce que voulant toujours entendre ce qu'il a envie d'entendre de la bouche de ceux qui sont plus proches de lui, puisque lui-même ne peut pas être partout, il finit par être coupé de la réalité. Et il tombe dans le piège de détruire son pouvoir. Ça, c'est la première catégorie. Et donc, une fois que vous avez affaire à une telle situation, c'est que le dirigeant lui-même a été un homme faible, qui n'a pas eu le courage d'avoir d'hommes sages et courageux pour lui dire la vérité. Et donc, il va se perdre. Entre-temps, ces partisans qui étaient là pour... Ces flatteurs qui étaient là, les répéros, ils ont déjà eu leurs intérêts et puis passent à autre chose. C'est eux-là, demain, ils vont dire, ah, non, lui parlait, il ne voulait pas écouter. Mais il y a aussi un autre deuxième danger. Ce sont ces flatteurs-là, qui sont là, qui sont de très bons conseillers. C'est vrai, ils sont de très bons conseillers. Ils te donnent de très bons conseils. Mais le danger dans cette histoire, cette deuxième histoire, c'est que lorsqu'ils viennent à savoir qu'ils te contrôlent, ils te gouvernent en tant que le dirigeant, c'est-à-dire toi tu es le dirigeant, mais eux ils savent qu'ils ont les bons conseils, ils te donnent. Et ils voient que tu suis ces conseils-là. Celui qui te donne les conseils, ou même ceux qui te donnent les conseils-là, tôt ou tard ils vont faire un complot contre toi. Parce qu'ils vont se rendre compte que tu n'es plus quelqu'un même qui a de la pointe ou de la responsabilité, mais tu es plutôt quelqu'un qui est malléable et guidable. En ce moment, donc, ils se disent, mais pourquoi ne pas donc prendre le pouvoir? Et donc, comme on le dit, dans l'article, on ne va pas tout lire, sinon il y a 3 manières de prendre le pouvoir. Il y a la ruse, la malice. On peut aussi hériter d'un pouvoir, comme on peut prendre aussi le pouvoir par la violence armée. Mais toujours est-il que
ce deuxième cas dont je suis en train de parler rentre dans le cas de la malice. C'est-à-dire, je me rends compte que je peux avoir de l'ascendant sur quelqu'un et par la ruse, j'essaie de le mettre en erreur pour prendre le pouvoir. C'est ça aussi qui détruit beaucoup de personnes. C'est ça aussi qui détruit beaucoup de pouvoirs. Le dirigeant n'est pas lui-même mauvais, mais le dirigeant est faible. Et quand le dirigeant est faible, ceux qui sont les flatteurs, ceux qui sont ses courtisans, ceux qui sont ses conseillers, vous verrez que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est ce qu'on a pu constater avec le pouvoir de Laurent Gbagbo. Lui-même, dirigeant très indécis, vous avez vu les églises de réveil, vous avez vu Simone Eve Gbagbo, vous avez vu Blé Goudé, vous avez vu plusieurs cohortes d'individus jouer des rôles et mettre le chef devant le fait accompli. Et donc le chef lui-même finit par être perdu dans le jeu et finalement ils ont perdu le pouvoir. Mais il y a une troisième catégorie de flatteurs qui existe, qui ne sont ni bons ni mauvais, parce que c'est le chef lui-même qui est bon. Et donc, on va dire non, c'est parce qu'il a des bons conseillers. Non, c'est parce que le chef lui-même est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et donc, ce chef-là, lui ne se met pas à la merci des conseillers. Il n'est pas là pour écouter tout le monde. Il est là, quand il a besoin de conseils, il demande l'avis de chacun, en groupe ou même individuel, et puis après, il se fait son idée et il prend sa décision. Il dit, lorsque vous avez affaire à un tel chef et un tel groupe de partisans, de courtisans, de flatteurs, vous voyez que le chef devient quelqu'un d'imperméable parce qu'il sait où il va. Et non seulement il n'est pas contrôlé par ses conseillers ou bien par les flatteurs, mais il sait parce que c'est lui qui donne la limite, qui montre la limite à chacun. Et donc ce chef-là ne se permettra pas de dire, bon, comme c'est le conseil des ministres, je suis venu pour prendre conseil. Non. Quand il a besoin d'un avis, il touche la personne, lui dit, donne-moi ton avis, et ça s'arrête à ça. Et après, lui-même, il essaie d'ajouter le plus ou de soustraire ce qu'il veut. Il dit, chaque fois qu'on a eu affaire à un tel type de prince, de dirigeant, de roi, les choses vont toujours pour le mieux. Et finalement, les gens se disent, mais un seul homme ne peut pas avoir toute cette intelligence, c'est qu'il a des bons conseillers. C'est là que Machiavel nous dit, oui, c'est vrai, le bon conseiller, c'est une vérité, mais il fallait d'abord un bon dirigeant, un bon roi, qui sait comment mener son bateau vers la bonne direction. Et donc, ce roi-là, ou même ce dirigeant, au-delà de la flatterie, doit être capable de comprendre la vérité et de l'accepter. Et d'être toujours au-dessus de la mêlée, c'est ce qui peut lui permettre de diriger son pouvoir en toute quiétude et d'aller plus loin.